Il existe un réseau invisible d'informations qui nous entoure, murmurant des alertes sur des dangers que nous ne pouvons pas encore voir. 15 journalistes l'ont découvert simultanément. Je suis l'un d'eux. Il existe un réseau invisible d'informations qui nous entoure, murmurant des alertes sur des dangers que nous ne pouvons pas encore voir. 15 journalistes l'ont découvert simultanément. Je suis l'un d'eux. Il y a 3 ans, j'ai reçu un email anonyme avec 4 coordonnées GPS et une seule phrase. Ils ont senti avant que cela n'arrive. Enquêtez. L'expéditeur ne s'est jamais identifié, mais ses coordonnées m'ont mené à 4 personnes qui ont complètement changé ma perception. Des limites de l'intuition humaine. Pendant 22 mois, j'ai enquêté sur des cas qui défient toute explication scientifique conventionnelle. Des personnes qui ont annulé des rendez-vous à cause de voix invisibles et ont découvert plus tard qu'elles avaient sauvé leur propre vie. Je ne parle pas de superstition, je parle d'une capacité humaine qui semble s'intensifier. Je suis journaliste d'investigation depuis 18 ans, toujours sceptique face aux phénomènes inexpliqués. Mais après avoir documenté des preuves physiques, des enregistrements de sécurité, des rapports techniques et des témoins indépendants, je ne peux plus ignorer ce que j'ai découvert. Il y a un schéma, et ce schéma se répète avec une fréquence alarmante. Le premier cas m'a mené dans le 8e arrondissement de Paris, où un cadre financier a développé une connexion physique inexplicable avec l'ascenseur qu'il utilisait depuis des années. Le matin où son corps a refusé de coopérer, 9 personnes sont mortes dans l'accident qu'il a évité. Le deuxième cas s'est déroulé sur un pont que j'avais moi-même vu construire à Lyon. Une ingénieure civile a commencé à entendre des conversations techniques de personnes qui n'existaient pas, discutant de défaillances structurelles qu'aucun équipement n'avait détectées. Parmi ces voix, elle en a reconnu une qui l'a glacée. Un collègue mort 5 ans auparavant, dans un accident de pont. Le troisième récit a brisé ma compréhension du temps linéaire. Une responsable de centre commercial a développé des souvenirs d'événements futurs si détaillés qu'elle a pu dessiner des plans d'évacuation avant que l'urgence n'existe. Mais ce n'était pas tout. 3 semaines après avoir sauvé des centaines de vies, elle a trouvé sur son bureau des photos de l'évacuation, datées d'avant que le problème ne soit découvert. Et le 4e cas m'a prouvé que nous avons affaire à quelque chose de bien plus grand que l'intuition individuelle. Un technicien de métro a reçu des alertes à travers un langage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Des coïncidences numériques statistiquement impossibles, toutes pointant vers des équipements spécifiques qui développaient des défaillances critiques. Pendant cette enquête, j'ai découvert que 14 autres journalistes répartis dans le pays documentaient des phénomènes identiques. Tous ont commencé en même temps. Tous ont reçu le même type d'email anonyme. Tous ont trouvé des personnes avec des capacités que la science ne peut expliquer. Mais le plus troublant, c'est que ces cas ne sont pas isolés. Ils augmentent. Comme si quelque chose essayait de communiquer avec nous avec une urgence croissante. J'ai interrogé des neuroscientifiques, des physiciens quantiques, des spécialistes du comportement humain. J'ai cherché des explications rationnelles pour chaque détail impossible. Mais les preuves pointent vers une réalité que notre science ne peut encore cartographier. Il existe un réseau d'informations circulant autour de nous et certaines personnes ont développé la capacité d'y accéder. Ce que je vais partager aujourd'hui, ce sont 4 enquêtes qui ont changé ma vie. Des cas vérifiés, avec des documents officiels, des enregistrements de sécurité, des analyses techniques et un niveau de détail qui défie toute possibilité de coïncidence. Chaque récit a été confirmé par de multiples sources indépendantes. Chaque personne a accepté que son histoire soit documentée parce qu'elle a compris que nous sommes face à quelque chose de plus grand que des expériences individuelles. À la fin de cette enquête, j'ai dû accepter une vérité inconfortable. Notre perception va bien au-delà des 5 sens traditionnels. Et il est peut-être temps de prêter attention aux alertes que notre biologie insiste à nous envoyer. Parce qu'après avoir documenté ces cas, je suis certain d'une chose.
quelque chose change dans notre capacité à détecter les dangers. Et il se peut que notre survie dépende de notre capacité à apprendre à écouter. Je vais maintenant raconter le premier cas qui a changé ma perception des limites de l'intuition humaine. Ce que Julien m'a révélé ne concernait pas seulement les pressentiments. Il s'agissait d'une connexion physique qui a sauvé sa vie d'une manière que vous n'oublierez jamais. Je m'appelle Julien Moreau, j'ai 41 ans. Je suis directeur administratif et financier d'une multinationale dans le 8e arrondissement de Paris. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui ne croit qu'aux données concrètes, aux tableaux de bord et aux résultats mesurables. Jusqu'au matin du 23 mars, quand mon propre corps s'est rebellé contre mon esprit rationnel. Depuis 4 ans et demi, je travaille au 19e étage du même immeuble de bureau boulevard Haussmann. Chaque matin, sans exception, je suivais la même routine militaire. Parking souterrain à 8h05, ascenseur B, direct au 19e étage, bureau à 8h10. 4 ans et demi, même efficacité prussienne, que ma femme se moquait toujours de dire que j'avais. Mais ce matin-là, quelque chose d'invisible a décidé de briser ma routine. J'étais au sous-sol, marchant vers les ascenseurs comme je le faisais toujours, quand une sensation étrange a commencé à la base de ma nuque. Ce n'était pas de la douleur. C'était comme si des milliers de fils électriques microscopiques s'activaient sous ma peau, créant un courant qui descendait le long de la colonne et se répandait dans mes bras. L'ascenseur B est arrivé, les portes se sont ouvertes et j'ai fait le premier pas pour entrer. C'est à ce moment que mon corps a déclaré la guerre à mon esprit. Ma jambe droite, qui était déjà levée pour entrer, est retournée au sol avec une force qui ne venait pas de moi. C'était comme si une main invisible m'avait tiré en arrière. J'ai essayé de forcer le mouvement. Je suis un homme de 95 kilos, nom de Dieu. Mais mon corps n'obéissait tout simplement pas. Le frisson s'est intensifié jusqu'à devenir violent. Chaque poil de mes bras était dressé. Ma peau semblait être piquée de l'intérieur par des milliers d'aiguilles microscopiques. Et avec cela, une compulsion que je n'avais jamais expérimentée. Je devais sortir de là. Je ne voulais pas. J'avais besoin. Les portes se sont fermées devant moi. Et je suis resté là, un cadre de 41 ans, contrôlé par des sensations que je ne pouvais ni expliquer, ni contrôler. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mes mains ont commencé à fourmiller d'une manière absurde, comme si elles étaient traversées par un courant électrique. Et avec les fourmillements, une douleur aiguë dans la poitrine qui m'a fait penser à un infarctus. J'ai attendu l'ascenseur suivant, essayant de rationaliser ce qui se passait. Peut-être du stress, peut-être de la fatigue, peut-être un problème de tension. L'ascenseur A est arrivé. Même chose. Mon corps s'est figé. Les frissons sont revenus plus intenses. Et cette fois, la douleur thoracique s'est accompagnée d'une nausée terrible. C'était comme si chaque cellule de mon corps criait une alerte que mon esprit rationnel refusait d'entendre. C'est alors que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Monter 19 étages à pied. Pendant que je montais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. À chaque étage qui m'éloignait des ascenseurs, les sensations diminuaient. Les frissons s'affaiblissaient, la douleur thoracique s'atténuait, mes mains cessaient de fourmiller, comme si je m'éloignais littéralement d'une source de danger. Je suis arrivé au bureau à 8h52, en sueur et essoufflé, mais avec une étrange sensation de soulagement que je ne pouvais expliquer. À 9h20, pendant que je vérifiais mes emails dans mon bureau, j'ai entendu un fracas terrible venant du couloir. Des cris, de l'affolement, quelqu'un qui hurlait d'appeler les pompiers. Mais ce que j'ai découvert ensuite m'a fait remettre en question tout ce en quoi je crois sur la réalité. L'ascenseur B, exactement celui que mon corps avait refusé de me laisser prendre, était tombé du 16e étage directement au sous-sol. Problème catastrophique dans les câbles de sustentation. 9 personnes étaient à l'intérieur. Toutes sont mortes sur le coup. J'aurais dû être là-dedans, sans ces frissons inexplicables, sans la douleur thoracique, sans mon corps se rebellant littéralement contre ma volonté consciente. Je serais mort à cet instant précis. Mais voici la partie qui va vous empêcher de dormir. 4 jours après l'accident, j'ai croisé ma voisine de palier en pleurs
dans l'ascenseur de l'immeuble où j'habite. Elle travaille comme assistante de direction au 12e étage du même immeuble de bureau où la tragédie s'est produite. « Julien, dit-elle les yeux rouges, tu as senti aussi, n'est-ce pas ? J'ai découvert qu'elle s'était réveillée le même matin, avec des cauchemars horribles sur des ascenseurs qui tombaient, des rêves si vifs qu'elle pouvait entendre le bruit des câbles qui se rompaient, sentir l'odeur de métal brûlé, voir les visages des gens paniqués. Quand elle est arrivée au travail, son corps a fait exactement la même chose que le mien. Il a refusé d'entrer dans n'importe quel ascenseur. Elle a monté 12 étages à pied, sans pouvoir expliquer pourquoi. Mais elle n'était pas la seule. J'ai tenu à enquêter par moi-même, en parlant avec des gens qui travaillent dans l'immeuble. Ce que j'ai découvert m'a complètement glacé. 7 autres personnes ont rapporté des expériences physiques identiques ce même matin. Un comptable du 6e étage s'est réveillé avec un mal de ventre inexplicable, si intense qu'il a décidé de télétravailler. Une secrétaire du 14e étage a eu une crise d'angoisse dans le parking et est repartie sans pouvoir expliquer la raison. Un avocat du 17e étage était même entré dans l'ascenseur, mais en est sorti avant que les portes ne se ferment parce que quelque chose n'allait pas. 10 personnes différentes, qui ne se connaissaient pas. Toutes ont expérimenté des alertes physiques sur le même danger, le même jour. Mais voici ce qui a vraiment brisé mon esprit. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel à 2 heures du matin. Une voix rauque masculine a dit seulement « Tu as senti, n'est-ce pas ?» D'autres ont senti aussi. N'ignore pas la prochaine fois. Il essaie de communiquer plus fréquemment. Et il a raccroché. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui c'était, mais j'ai commencé à réaliser que je n'étais pas seul. J'ai cherché des explications médicales, physiques, psychologiques. J'ai parlé avec des ingénieurs spécialisés en ascenseurs qui m'ont dit quelque chose de troublant. Les problèmes de câbles peuvent générer des micro-vibrations imperceptibles des jours avant la rupture totale. Mais ces vibrations ne sont détectables que par des équipements ultrasensibles. Comment 10 personnes ont-elles détecté avec leur propre corps quelque chose que même les capteurs n'ont pas réussi à identifier? L'enquête officielle a montré que l'ascenseur avait subi une maintenance 3 semaines avant et avait été approuvé dans tous les tests. Les caméras de sécurité ont confirmé qu'il fonctionnait normalement jusqu'au moment de la chute. Mais j'ai les enregistrements montrant qu'à 8h07, je me suis approché de l'ascenseur B et ne suis pas entré. J'ai l'enregistrement de mon badge dans les escaliers. J'ai 10 témoins qui ont expérimenté la même chose. Aujourd'hui, 13 mois plus tard, j'ai développé une sensibilité que je ne savais pas avoir. Quand je sens des frissons inexplicables, des douleurs soudaines ou des fourmillements sans cause, je m'arrête et j'analyse. J'ai déjà évité 4 situations qui auraient pu être dangereuses en utilisant uniquement ces alertes physiques. Ma vie a complètement changé. Je ne suis plus le sceptique de tableau de bord que j'étais. J'ai appris qu'il existe des informations circulant autour de nous que notre corps peut capter avant que l'esprit ne les traite. Mais surtout, j'ai appris que nous devrions peut-être prêter plus attention quand notre corps essaie de nous protéger. Si vous ressentez des frissons maintenant, mettez un pouce bleu, parce que cela peut signifier que vous avez cette sensibilité aussi. Et racontez en commentaire. Avez-vous déjà senti votre corps se bloquer sans raison? Où étiez-vous quand cela s'est produit? C'est peut-être plus important que vous ne l'imaginez. Pendant que je documentais le récit de Julien, je n'arrivais pas à arrêter de penser « Si notre corps peut détecter des défaillances mécaniques, quels autres dangers peut-il percevoir ?» C'est cette question qui m'a mené au 2e cas, où j'ai découvert que certaines personnes reçoivent des alertes à travers des voix qui ne devraient pas exister. Mais c'est quand j'ai commencé à enquêter sur le 2e cas que j'ai découvert quelque chose qui a brisé toutes les règles que je pensais connaître sur la vie et la mort. Élise n'entendait pas seulement des voix, elle en a reconnu une. Et quand vous saurez de qui il s'agissait, vous comprendrez pourquoi j'ai encore des cauchemars. Je m'appelle Élise Dubois, j'ai 37 ans. Je suis ingénieur civil spécialisé dans les structures métalliques. Je travaille depuis 15 ans sur les ponts et grandes constructions
faisant toujours confiance uniquement aux calculs, tests de résistance et inspections réglementaires. En novembre de l'année dernière, j'ai été désigné pour l'inspection finale d'un pont dans l'agglomération lyonnaise. Structure métallique de 280 mètres, inauguration en janvier, projet que j'avais suivi depuis les fondations. Je connaissais chaque spécification technique, chaque test de charge. Tout était parfait dans les rapports. Mais 4 semaines avant l'inauguration, la nature elle-même a commencé à m'envoyer des alertes qui ont changé ma vie à jamais. D'abord, ce furent les oiseaux. Pendant 3 ans de construction, des dizaines de merles, de mésanges et de moineaux avaient fait leur nid dans la structure du pont. Ils cohabitaient naturellement avec le bruit des machines, avec le mouvement des ouvriers. Ils faisaient partie du paysage. Mais un lundi, ils ont tous disparu. Ce n'était pas graduel, c'était instantané. Le vendredi précédent, ils étaient là, le lundi, il n'y avait plus un seul oiseau sur 280 mètres d'étendue. Comme s'ils avaient reçu un avertissement collectif d'évacuer immédiatement. Et puis, les voix ont commencé. La première fois, c'est arrivé un jeudi à 15h15. J'étais seul sur le pont, faisant des mesures de dilatation thermique, quand j'ai clairement entendu une voix masculine chuchoter dans mon oreille droite « Élise, vérifiez la soudure du pilier 5. Section C2, fissure microscopique, 35% de la structure compromise. » Je me suis retourné immédiatement. Personne. J'étais complètement seul sur un pont de 280 mètres, à 22 mètres de hauteur. Mais la voix était si spécifique, si technique, que j'ai décidé de vérifier. Je suis allé au pilier 5, j'ai examiné visuellement, utilisé les ultrasons. Résultat apparemment normal. 3 heures plus tard, une autre voix féminine. Tension des câbles du tablier central irrégulière. Côté est, le câble numéro 8. Usure interne non détectable par inspection visuelle. Une fois de plus, je suis allé vérifier. Tension apparemment normale. Pendant 1 semaine, les voix ont continué. Toujours des spécifications précises, toujours des alertes techniques, toujours quand j'étais seul. Mais ce n'étaient pas des chuchotements aléatoires, c'était des conversations techniques complètes, comme si des ingénieurs invisibles discutaient de problèmes structurels juste à côté de moi. Et puis, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé jusqu'à l'âme. Le vendredi suivant, pendant que j'analysais les joints de dilatation, j'ai reconnu une des voix. C'était celle de Pierre Lavigne, ingénieur civil qui avait travaillé avec moi sur 4 projets. Pierre était mort 6 ans auparavant dans un accident de pont, effondrement structurel qui avait tué 19 personnes, lui inclus. Mais la voix était reconnaissable. Le même ton technique, la même préoccupation obsessionnelle pour les détails, la même manière de décrire les spécifications qui le caractérisaient. Élise, la voix de Pierre a dit clairement « Je sais que tu me reconnais, ne signe pas aujourd'hui. Reviens lundi matin, 7h45, et regarde de nouveau le pilier 5. Utilise la lumière rasante, angle de 50 degrés. La fissure est là. » Je suis sorti du pont complètement terrorisé. Pierre était mort. J'étais allé à son enterrement. Comment sa voix me donnait-elle des orientations techniques précises? Pendant le week-end, je n'ai pas pu penser à autre chose. Le lundi matin, 7h45 précise, je suis retourné au pilier 5 avec l'équipement de lumière rasante. Et c'est là que ma vie a changé à jamais. La fissure était là, microscopique, invisible à l'œil nu, détectable seulement avec une lumière spécifique dans l'angle exact que Pierre avait spécifié. La fissure s'étendait intérieurement sur exactement 35% de la structure du pilier. En quelques semaines, sous le poids du trafic, le pilier serait entré en effondrement progressif. Le pont entier aurait pu s'effondrer, tuant des centaines de personnes. J'ai annulé l'inauguration immédiatement, ordonné un renforcement structurel complet. Les travaux ont pris du retard de 4 mois, coûté 3 millions de plus, mais ont sauvé d'innombrables vies. Mais ce qui me hante le plus, c'est que je n'étais pas la seule à recevoir des alertes. Pendant les investigations sur la défaillance, j'ai découvert que le comportement animal anormal avait été enregistré par la maintenance routière. Pas seulement les oiseaux, les chiens évitaient la zone, les chats changeaient leurs itinéraires, même les insectes
ont modifié leur schéma de migration. 4 riverains ont rapporté des bruits nocturnes venant du pont, gémissements métalliques et conversations chuchotées que les enregistrements de sécurité n'ont pas captées. Un enfant de 9 ans a dit à sa mère que le pont pleurait et que les hommes invisibles essayaient de le réparer. La mère a pensé que c'était de l'imagination, mais après la découverte de la fissure, elle m'a contacté en tremblant. Mais la révélation la plus troublante est venue 4 semaines plus tard. J'ai trouvé sur mon bureau une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait des photos de la fissure dans le pilier 5, datées de 3 semaines avant que le problème ne soit officiellement détecté. Quelqu'un avait photographié exactement ce que les voix m'avaient dit de me chercher, avant même que je ne le cherche. Au dos des photos, un message manuscrit. Pierre n'était pas le seul. Ils essayèrent d'avertir. Écoute toujours. Comment expliquer des photos d'une défaillance structurelle prise avant que la défaillance ne soit découverte? Comment des voix de personnes mortes peuvent-elles donner des orientations techniques qui sauvent des vies? J'ai cherché des réponses dans la physique, la biologie, la parapsychologie. J'ai découvert des théories sur les champs électromagnétiques, sur les informations qui transcendent la mort, sur des connexions que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, quand je fais des inspections, je prête attention non seulement aux instruments, mais aux voix qui m'orientent occasionnellement encore. J'ai développé un protocole qui combine l'analyse technique avec des alertes impossibles. J'ai déjà détecté 6 défaillances structurelles en utilisant cette méthode, sauvant des vies et des millions en coûts de réparation. Le pont fonctionne aujourd'hui parfaitement, avec un trafic intense et une sécurité totale. Mais je n'ignorerai plus jamais les voix qui essaient de me protéger, parce que j'ai découvert qu'il existe un réseau d'informations autour de nous qui transcende notre compréhension sur la vie et la mort. Pierre me visite encore occasionnellement, toujours avec des orientations techniques précises, toujours essayant de sauver des vies comme il n'a pas pu sauver la sienne. Et maintenant je sais que je ne suis pas folle. Je suis connecté à quelque chose de plus grand que ce que notre science peut expliquer. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà entendu des voix essayant de vous alerter sur quelque chose? Avez-vous déjà senti la présence de quelqu'un qui n'était plus là? Il se peut que vous ayez aussi cette connexion. L'histoire d'Élise m'a fait questionner tout ce que je croyais sur la vie et la mort. Mais c'est en enquêtant sur le 3e cas, que j'ai découvert quelque chose d'encore plus troublant. Et si le temps n'était pas linéaire? Et si certaines personnes pouvaient accéder à des souvenirs d'événements qui ne s'étaient pas encore produits? Le 3e cas a détruit ma compréhension du temps linéaire d'une manière qui me cause encore des cauchemars. Camille n'a pas seulement prédit le futur, elle a rapporté des preuves physiques d'événements qui ne s'étaient pas encore produits. Et quand vous saurez comment c'est possible, vous remettrez en question tout ce que vous croyez sur la réalité. Je m'appelle Camille Laurent, j'ai 31 ans. Je suis responsable opérationnel d'un centre commercial dans les Hauts-de-Seine. Je travaille dans le commerce de détail depuis 10 ans, toujours concentré sur les rapports, les statistiques et les résultats mesurables. Jusqu'à la première semaine d'octobre, quand j'ai commencé à me souvenir de choses qui ne s'étaient pas encore produites. Le centre commercial, où je travaille, a 220 boutiques, 4 niveaux, 75 000 personnes par jour, 15 ans sans incident grave. Ma routine était prévisible. Réunion matinale à 8h30, tournée dans les couloirs, analyse des flux, fermeture à 19h. Mais dans la première semaine d'octobre, ma perception du temps a commencé à se fragmenter. D'abord, ce furent des épisodes de déjà-vu qui duraient bien plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Le lundi, à 15h15, en marchant par le 3e niveau, j'ai eu la sensation écrasante d'avoir déjà vécu exactement cette situation. Chaque conversation autour de moi, chaque bruit de la climatisation, chaque expression faciale des gens, tout était trop familier. Mais ce n'était pas une sensation vague. C'était un souvenir détaillé, comme si je revivais un enregistrement. Et dans mes souvenirs, cette promenade se terminait par des alarmes incendie et des gens courant paniqués. Le mardi, pendant la réunion matinale,
j'ai expérimenté le même phénomène. Chaque mot du superviseur, chaque plaisanterie des collègues, je savais ce qu'ils allaient dire avant qu'ils ne parlent, comme si j'avais déjà participé à cette réunion. Mais dans mes souvenirs, la réunion était interrompue par une annonce d'urgence concernant de la fumée au 4e niveau. Pendant la semaine, les épisodes se sont intensifiés et ont commencé à s'accompagner de changements d'humeur impossibles à contrôler. Je pouvais converser normalement avec un commerçant quand soudain, une anxiété terrible s'emparait de moi. Cœur qui s'emballe, main moite, sensation d'urgence extrême. Comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit n'avait pas encore traité. Et puis ont commencé les souvenirs impossibles. Le jeudi, en vérifiant les escalators, j'ai eu un souvenir vivace de gens courant dans les couloirs, criant à propos de fumée au 4e niveau. Je pouvais me souvenir de l'odeur de brûlé, des cris de panique, du bruit des alarmes. Mais il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de fumée, il ne se passait rien. Comment est-il possible de se souvenir avec des détails sensoriels de quelque chose qui ne s'est pas produit ? Le plus troublant, c'est que ces souvenirs venaient avec des informations impossibles à inventer. Je pouvais me souvenir de conversations spécifiques, de noms de personnes que je ne connaissais pas, d'horaires précis, de procédures d'urgence que je ne savais même pas qui existaient. Le vendredi, les sensations sont devenues insupportables. Je me suis réveillé à 6h30 avec une certitude physique que quelque chose de terrible allait arriver. Ce n'était pas de l'anxiété, c'était de la connaissance, comme si j'avais déjà vécu cette journée. Pendant le petit déjeuner, j'ai eu un souvenir détaillé d'une évacuation à 16h23. Je pouvais voir la fumée sortant du conduit près de l'espace restauration. Je pouvais entendre l'annonce dans le système sonore. Je pouvais sentir l'odeur spécifique de câblage brûlé. Je suis arrivé au travail perturbé, mais à 10h30, j'ai pris la décision qui a sauvé des centaines de vies. J'ai ordonné une inspection complète du système de ventilation. Je n'avais pas de justification. Il n'y avait pas de rapport de problème. Mais je ne pouvais simplement pas ignorer les souvenirs du futur. À 15h15, j'ai reçu un appel urgent de la maintenance. Camille, nous avons trouvé un problème critique dans le conduit. Le principal du 4e niveau. Câblage surchauffé, signe de fusion imminente. Si nous n'avions pas vérifié aujourd'hui, nous aurions eu un incendie dans les prochaines heures. Mon sang s'est glacé. À 16h23, exactement l'horaire dont je m'étais souvenu, le câblage serait entré en combustion. Mais voici la partie qui va briser votre esprit. 3 jours plus tard, j'ai trouvé sur mon bureau une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait des photos de l'évacuation d'urgence qui ne s'est jamais produite. Des gens courant dans les couloirs, de la fumée sortant des conduits, les pompiers arrivant. Les photos étaient datées d'1 semaine avant que le problème ne soit découvert. Quelqu'un avait photographié mon souvenir du futur avant qu'il ne devienne une possibilité. Au dos, un message. Le temps n'est pas linéaire. Tu apprends à naviguer entre les couches. Continue à faire attention. Comment expliquer des photos d'événements qui ont été prévenus avant d'arriver ? Comment quelqu'un a-t-il photographié une réalité alternative qui n'existait que dans mes souvenirs ? Pendant l'enquête interne, j'ai découvert que 18 employés avaient rapporté des sensations étranges pendant la même semaine. 4 agents de sécurité ont mentionné des enfants demandant à leurs parents quand le centre commercial allait prendre feu. 7 commerçants ont dit que leurs enfants avaient refusé de venir au centre commercial, prétextant qu'ils ne voulaient pas aller dans un endroit triste. Une cliente de 72 ans qui fréquente l'espace restauration quotidiennement m'a contacté avec une histoire qui a fini de briser mon esprit. Elle avait rêvé de l'incendie pendant toute la semaine, des rêves si vivaces qu'elle pouvait dessiner la disposition exacte d'où la fumée commencerait, le chemin que le feu suivrait, même des visages de personnes spécifiques pendant l'évacuation. Quand j'ai montré les rapports techniques du problème, elle a pointé exactement vers l'endroit indiqué dans l'expertise, sans jamais avoir vu les plans du système. Mais le plus effrayant est venu 4 semaines plus tard.
J'ai commencé à recevoir des emails d'autres personnes qui avaient eu des souvenirs similaires sur le centre commercial. 15 personnes, d'âges différents, qui ne se connaissaient pas, toutes relatant des rêves ou des flashbacks de l'incendie qui ne s'est pas produit. L'une d'elles a joint à l'email un dessin fait 4 semaines avant que le problème ne soit découvert. Le dessin montrait exactement l'évacuation dont je m'étais souvenu, avec des détails techniques impossibles à inventer. Comment 15 personnes peuvent-elles avoir des souvenirs collectifs d'un événement qui a été prévenu avant d'arriver ? Aujourd'hui, 13 mois plus tard, j'ai développé une capacité qui m'effraie et me fascine en même temps. Quand j'ai des épisodes intenses de déjà-vu, quand je me souviens d'événements impossibles, quand mon humeur change drastiquement sans raison, je documente tout et je prends des actions préventives. J'ai déjà prévenu 5 autres incidents en utilisant cette capacité étrange. Une fois, c'était un problème structurel dans un escalator dont je m'étais souvenu que des gens tombaient. Une autre fois, c'était une fuite de gaz dont je m'étais souvenu que des gens s'évanouissaient dans l'espace restauration. Dans tous les cas, les souvenirs se sont révélés être des précurseurs de problèmes réels qui ont été détectés et corrigés avant de causer des accidents. Ma perception du temps a complètement changé. Je ne peux plus penser au futur comme à quelque chose qui n'existe pas encore. Parfois, il existe déjà, et certaines personnes peuvent accéder à ces informations à travers des mécanismes qui transcendent notre compréhension linéaire de la réalité. Le centre commercial fonctionne aujourd'hui avec des protocoles de sécurité qui incluent l'analyse intuitive comme partie des procédures. Et chaque fois que quelqu'un rapporte des rêves étranges ou des souvenirs impossibles sur l'établissement, nous enquêtons, parce que j'ai découvert que le futur nous visite parfois avant d'arriver, et que notre seule responsabilité est d'apprendre à reconnaître quand cela se produit. Si vous avez déjà eu un déjà-vu intense, ou vous êtes souvenu de quelque chose qui ne s'était pas encore produit, racontez en commentaire avec des détails. Il se peut que vous ayez aussi accès à ces informations temporelles. Après avoir documenté les souvenirs futurs de Camille, j'ai pensé que j'avais déjà vu tous les types possibles d'alertes intuitives. Mais c'est alors que j'ai reçu un appel anonyme à 2 heures du matin. Une voix a dit seulement « Si tu veux comprendre comment l'univers communique, va au métro mardi, 16h32. Cherche des coïncidences impossibles. » C'est ainsi que j'ai rencontré Théo. Et ce qu'il m'a révélé a brisé ma dernière conviction sur ce qui est possible. C'est le 4e cas qui m'a finalement prouvé que nous vivons dans une réalité bien plus complexe que nous l'imaginons. Théo n'a pas seulement reçu des alertes, il a découvert qu'il était utilisé comme récepteur dans un réseau de communication qui transcende notre compréhension de la physique et de la probabilité. Je m'appelle Théo Rousseau, j'ai 44 ans. Je suis technicien en systèmes électriques du métro parisien depuis 19 ans. Je travaille sur la ligne 1, spécifiquement entre Châtelet et Hôtel de Ville. Pendant toute ma carrière, j'ai cru seulement aux manuels techniques, aux procédures de sécurité et aux statistiques opérationnelles. Jusqu'à la 2e semaine de décembre, quand j'ai découvert que j'étais utilisé comme récepteur dans un réseau de communication qui défie toutes les lois de la probabilité. Tout a commencé un mardi 18 décembre à 6h32. J'ai regardé l'horloge de la cuisine, 6h32. Quand je suis arrivé à la station, 7h32 sur le panneau. J'ai allumé la radio. Le premier code était 3232. J'ai pris mon ordre de service. Le protocole se terminait par 3232. Au début, j'ai pensé à une coïncidence. Mais les apparitions du nombre 32 se sont multipliées de façon statistiquement impossible. Le mercredi, 21 apparitions. Jeudi, 28. Vendredi, j'ai arrêté de compter après 52. Ce n'étaient pas des nombres aléatoires. Ils apparaissaient dans des contextes techniques spécifiques, code d'équipement, numérotation de voies, horaire de maintenance, protocole de sécurité, comme si le système du métro lui-même essayait de me communiquer quelque chose dans un langage numérique. Et avec les nombres sont venues les intuitions écrasantes.
Le jeudi, à 15h32, faisant une inspection dans le tunnel entre Châtelet et Hôtel de Ville, j'ai été pris d'une certitude absolue que je devais vérifier le système électrique de la rame qui passerait à 16h05. Il n'y avait pas de motif technique. La rame avait été approuvée dans tous les tests 4 jours avant. Mais l'intuition était si intense que j'ai utilisé mon autorisation d'urgence pour arrêter le train et faire une inspection non programmée. J'ai trouvé un problème microscopique dans le système de freinage électrique qui causerait une défaillance totale en quelques heures. Un défaut si spécifique que seule une inspection détaillée avec des équipements spécialisés pourrait le détecter. Si je n'avais pas arrêté cette rame, elle aurait perdu ses freins aux heures de pointe, avec plus de 2000 passagers. Mais les coïncidences impossibles ne faisaient que commencer. Le vendredi, je me suis réveillé à 4h32 sans réveil. Je suis arrivé au travail affecté à l'inspection de la voie 3, secteur 2, à 10h32. Pendant la vérification, j'ai trouvé une fissure structurelle minuscule, exactement où le poids serait critique aux heures essentielles de pointe. Comment une séquence de coïncidences numériques m'a-t-elle mené exactement au point qui nécessitait une attention urgente? Pendant le week-end, j'ai décidé d'enquêter. J'ai revu les rapports des 5 dernières années et j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé. Il y avait eu exactement 32 accidents évités dans le système grâce à des inspections non programmées de techniciens qui avaient eu des pressentiments. Dans la moitié de ces cas, les techniciens ont rapporté des coïncidences numériques dans les jours précédant les découvertes. Mais ce qui a vraiment brisé mon esprit, c'est de découvrir que je n'étais pas le seul. J'ai parlé avec mes collègues et j'ai découvert que 8 techniciens de secteurs différents avaient expérimenté des coïncidences avec le même nombre pendant la même période. Un opérateur a dit que tous les retards qu'il avait annoncés duraient 3 minutes et 2 secondes pendant 6 jours. Une employée de la billetterie a vendu 32 billets pour Hôtel de Ville à intervalles de 32 minutes pendant toute la semaine. Comment expliquer que plusieurs personnes aient expérimenté des coïncidences numériques liées au même nombre pendant la même période, toutes menant à des découvertes de problèmes critiques? Mais voici la révélation qui a tout changé. 4 semaines plus tard, j'ai reçu un colis anonyme à mon adresse personnelle. À l'intérieur, il y avait des documents techniques détaillés sur tous les problèmes que j'avais détectés à travers les coïncidences. Documents datés de 8 mois avant que les problèmes ne se développent. Les rapports décrivaient exactement où je devais chercher, quels équipements vérifier, quel nombre suivre. Comme si quelqu'un savait à l'avance quelle défaillance se développerait et utilisait les coïncidences numériques pour me guider vers elles. À la fin du colis, une lettre manuscrite. Théo, tu as été sélectionné comme récepteur dans notre réseau de communication préventive. Il existe 15 techniciens comme toi répartis dans le système de transport de la ville, tous recevant des alertes à travers des langages numériques spécifiques. Les motifs que tu détectes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des coordonnées de problèmes futurs transmises à travers des champs d'information qui transcendent le temps linéaire. Continue à faire attention. Des vies dépendent de ta sensibilité. Comment quelqu'un savait-il 8 mois à l'avance où des problèmes spécifiques se développeraient? Comment cette connaissance était-elle transmise à travers des coïncidences numériques impossibles? J'ai cherché des explications scientifiques et j'ai découvert des théories sur les champs électromagnétiques dans les systèmes complexes, sur les informations qui transcendent les limitations temporelles, sur les réseaux de communication qui opèrent au-delà de la perception consciente. Mais l'explication la plus plausible est venue d'un physicien quantique que j'ai consulté anonymement. Les systèmes électriques complexes comme le métro peuvent fonctionner comme des antennes pour des champs d'information que nous ne comprenons pas. Si plusieurs personnes se syntonisent sur la même fréquence, elles peuvent recevoir des données sur les états futurs du système à travers des motifs que nous interprétons comme des coïncidences. Aujourd'hui, 21 mois plus tard, j'accepte mon rôle de récepteur dans ce réseau invisible
J'ai développé des protocoles qui combinent la maintenance technique avec l'analyse de motifs numériques. Quand je perçois des coïncidences numériques répétitives, spécialement liées au code du système, je fais des inspections supplémentaires sur les équipements correspondants. J'ai déjà détecté 22 problèmes graves en utilisant cette méthode. Mes superviseurs ont d'abord trouvé cela étrange, mais après tant de problèmes détectés préventivement, ils ont commencé à solliciter mon intuition technique dans les cas complexes. Mais la découverte la plus troublante est venue récemment. J'ai commencé à recevoir des coordonnées GPS d'autres récepteurs répartis dans la ville. J'ai découvert qu'il existe un réseau d'au moins 65 personnes dans les systèmes critiques. Électricité, eau, gaz, télécommunications, toutes recevant des alertes à travers des coïncidences impossibles. Chaque personne a son propre langage numérique. Certains reçoivent à travers des horaires, d'autres à travers des codes, d'autres à travers des séquences. Mais tous rapportent la même chose, des motifs statistiquement impossibles qui les mènent exactement où des problèmes critiques se développent. Comme si l'infrastructure même de la ville avait développé un système de communication préventive qui utilise des êtres humains sensibles comme récepteurs d'alerte sur les défaillances futures. Le système de métro fonctionne aujourd'hui avec une sécurité qui va au-delà des protocoles conventionnels. Une partie de cette sécurité dépend de notre capacité à reconnaître quand des motifs impossibles essaient de nous communiquer des informations critiques. J'ai appris que les coïncidences n'existent pas. Quand des séquences numériques statistiquement improbables commencent à se répéter, elles portent des informations spécifiques codées dans un langage qui transcende notre compréhension consciente. Et maintenant, je sais que je ne suis pas un technicien ordinaire. Je fais partie d'un réseau invisible qui protège l'infrastructure urbaine à travers des méthodes que la science ne peut encore expliquer. La probabilité que toutes ces coïncidences arrivent naturellement est zéro, absolument zéro. Cela signifie que nous avons affaire à quelque chose de bien plus grand que l'intuition ou la chance. Si vous travaillez avec des systèmes critiques et avez déjà perçu des motifs numériques étranges, faites attention. Vous pourriez être le prochain récepteur sélectionné pour ce réseau de communication préventive. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué des nombres se répéter de façon impossible? Avez-vous déjà eu une certitude absolue sur quelque chose sans base logique? Il se peut que vous soyez aussi contacté après 22 mois à enquêter sur ces 4 cas, documentant des preuves et essayant de trouver des explications rationnelles pour des phénomènes qui défient notre compréhension de la réalité. Je suis arrivé à des conclusions qui ont changé non seulement ma perception de l'intuition, mais sur la nature même de l'existence. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de cas isolés de prémonition. Nous sommes face à des preuves d'un réseau de communication qui opère à travers des canaux que notre science ne peut encore cartographier. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est de découvrir que je n'étais pas le seul journaliste à avoir reçu cet email anonyme. Pendant mon enquête, j'ai trouvé 14 autres professionnels des médias répartis dans le pays qui avaient reçu des coordonnées identiques la même semaine. Tous ont commencé à documenter des cas similaires simultanément. Tous ont découvert des personnes avec des capacités qui transcendent les 5 sens conventionnels. Et tous sont arrivés à la même conclusion troublante. Quelque chose change dans notre capacité de perception. Comme si nous évoluions pour détecter des informations qui circulent sur une fréquence que nous ne pouvions pas accéder avant. Mais voici la révélation qui m'obsède le plus. Il y a 4 mois, j'ai reçu un deuxième email du même expéditeur anonyme. Cette fois, avec une information qui a tout changé. Le réseau s'étend. Des cas comme ceux-ci augmentent de 380% par an. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la nécessité. Quelque chose arrive, et l'humanité doit développer ses capacités pour survivre. Comment expliquer? L'augmentation exponentielle de personnes développant des habiletés perceptives qui défient les lois de la physique. Pourquoi justement, maintenant, assistons-nous à cette expansion de la conscience humaine?
Pendant cette enquête, j'ai identifié 4 types principaux d'alerte qui semblent s'intensifier. Type 1, sensations physiques intenses, frissons violents, douleurs soudaines, compulsions irrésistibles qui sauvent des vies à travers des signaux corporels impossibles à ignorer. Type 2, communication transcendantale, voix chuchotant des alertes techniques spécifiques incluant des orientations de personnes qui ne sont plus en vie, transmettant des informations précises sur des dangers imminents. Type 3, accès temporel non linéaire, souvenirs d'événements futurs, déjà vus extrêmes, capacité d'accéder à des informations sur des réalités qui ne se sont pas encore manifestées physiquement. Type 4, langage numérique universel, coïncidence statistiquement. Impossible qui fonctionne comme des coordonnées de problèmes spécifiques, transmises à travers des motifs qui transcendent le hasard. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que tous ces types apparaissent simultanément chez des personnes qui ne se sont jamais connues, dans des régions différentes, mais toujours liées au système critique d'infrastructures urbaines. Comme si quelque chose préparait l'humanité à détecter et prévenir des défaillances en masse qui pourraient causer des effondrements civilisationnels. Mais la découverte la plus troublante est venue hier. J'ai reçu un appel d'un chercheur du CNES qui avait lu mes rapports à travers des canaux spécifiques. Il m'a révélé qu'il documente des augmentations similaires de capacités perceptives anormales chez les astronautes, pilotes, contrôleurs aériens et opérateurs de centrales nucléaires autour du monde. C'est comme si l'espèce humaine elle-même développait un système d'alerte préventif, a-t-il dit. Et cela doit arriver rapidement. Quand j'ai demandé pourquoi cette urgence, il est resté silencieux quelques secondes avant de répondre. Parce que les données que nous avons suggèrent que nous allons avoir besoin de ces capacités très bientôt. L'impact de cette enquête sur ma vie a été transformateur. Je ne peux plus écarter des expériences qui transcendent les explications scientifiques conventionnelles. J'ai développé des sensibilités que je ne savais pas avoir et j'ai appris à reconnaître quand des informations critiques essaient de communiquer avec moi à travers des canaux non conventionnels. Mais surtout, j'ai compris que nous vivons peut-être un moment unique dans l'histoire humaine, une période d'expansion de la conscience qui peut être essentielle pour notre survie en tant qu'espèce. Pendant ces mois, j'ai reçu des centaines de témoignages de personnes qui ont expérimenté des phénomènes similaires, des professeurs qui ont senti des problèmes structurels dans les écoles, des médecins qui ont diagnostiqué des maladies à travers des intuitions impossibles, des parents qui ont sauvé leurs enfants en suivant des pressentiments inexplicables. Tous rapportent la même chose, une sensibilité croissante aux informations qui circulent sur une fréquence que nous commençons seulement à syntoniser. Dites-moi en commentaire, lequel des 4 cas vous a le plus impacté? Avez-vous déjà expérimenté des sensations physiques qui vous ont fait éviter une situation? Avez-vous déjà entendu des voix essayant de vous alerter? Avez-vous déjà eu des souvenirs de choses qui ne s'étaient pas produites? Avez-vous déjà perçu des coïncidences numériques impossibles qui vous ont mené à des découvertes importantes? Si vous avez déjà vécu une expérience qui transcende les 5 sens conventionnels, partagez votre histoire avec des détails. Il se peut que vous fassiez aussi partie de ce réseau de communication qui s'étend. Et si vous travaillez avec des systèmes critiques, transport, énergie, santé, éducation, et avez déjà eu des pressentiments sur des problèmes avant qu'ils ne se manifestent, racontez-nous. Vous pourriez être un des récepteurs sélectionnés pour ce réseau de protection préventive. Si ces révélations vous ont fait questionner les limites de la perception humaine, mettez un pouce bleu pour soutenir cette enquête. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains cas, parce que ce n'est que le début. Je vous apporte toujours des preuves qui vont ébranler vos convictions sur ce qui est possible. Mais maintenant, je sais que je ne documente pas seulement des phénomènes isolés. Je documente une transformation de la conscience humaine qui peut déterminer notre futur en tant qu'espèce. Et souvenez-vous, prêtez attention à vos signaux, qu'ils soient des frissons inexplicables, des voix chuchotantes,
des souvenirs impossibles ou des coïncidences qui défient toute probabilité. Ils peuvent essayer non seulement de sauver vos vies, mais de vous préparer à quelque chose de bien plus grand qui arrive. Parce qu'après avoir enquêté sur ces cas, je suis certain d'une chose. Il existe une intelligence supérieure essayant de communiquer avec nous à travers notre propre biologie. Et il est peut-être temps d'apprendre à écouter avant qu'il ne soit trop tard.